après la première vidéo, on a parlé un peu de tout ce qui se passait au forum, de tout ce qu'il y avait eu d'intéressant. Là, on va faire une vidéo un peu sur Bruno Le Maire. Je vais faire juste une toute petite aparté, ce qu'a dit Bruno Le Maire au tout début de sa phrase, et je vais digresser un petit peu dessus, c'est que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une notion très importante à comprendre. Pourquoi ça? Parce que beaucoup trop souvent, je vois des investisseurs qui me disent mais va falloir aller vers la décroissance, ce genre de choses. Ça, c'est des gens qui ont d'énormes problèmes. Parce que la décroissance, déjà, même si on était tous d'accord en se disant on va vers la décroissance, il faut que chacun décide ce qu'il veut arrêter de faire. Donc moi, je vais vous dire, j'arrête de manger du poisson. Mais les gens autour de moi, ils vont dire, moi je préfère arrêter la viande, ce genre de choses. Quand je vais aller au supermarché, qui va contrôler que je fais les choses correctement? Vous vous rendez bien compte que c'est très compliqué. La Chine peut mettre en place un système de contrôle comme ça. Chez nous, on a déjà du mal à mettre en place le pass sanitaire. Alors imaginez quand il va falloir contrôler combien de fois vous avez pris l'avion pour aller en vacances, est-ce que vous prenez la moto, le machin, le truc. C'est pas possible. L'écologie, c'est quelque chose qui doit être pragmatique. La seule façon de faire progresser la chose, c'est de faire progresser l'économie, d'avoir une écologie d'innovation. Et cette écologie d'innovation, elle passe par quoi? Elle passe par le fait que quand vous avez un service ou un produit, l'utiliser et utiliser la manière écologique de ce produit, c'est plus intéressant que le non écologique. Je vais vous prendre un exemple. La voiture. Anne Hidalgo, on en a déjà parlé un peu avant avec ce qu'a fait Estrosi avec les feux, décide de pourrir la vie des Parisiens qui veulent utiliser une voiture. Ok. L'intelligence, c'est que là, vous allez vous mettre frontalement aux gens et vous leur dites on a décidé qu'on va vous pourrir la vie. Donc arrêtez d'utiliser la voiture. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui vont continuer à l'utiliser, vous rentrez dans un conflit, c'est compliqué. Mais si par contre, vous arrivez avec des bus, d'accord, et on en a parlé avec le responsable de l'écologie et de la santé à la mairie de Nice, que vous arrivez avec des bus, que les bus ils sont propres, que vous avez un super siège confortable, que vous pouvez définir que ce siège il peut vous réveiller, ce genre de choses, que vous ne faites pas de pickpocketer et que le bus, vous pouvez l'appeler à n'importe quel moment, de n'importe quel point et il vient vous chercher. À ce moment-là, la voiture elle a plus d'intérêt parce que le plaisir de prendre le bus est supérieur pour la plupart des gens, sauf quelques personnes qui adorent la voiture, au plaisir de prendre la voiture. Et du coup, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, il n'y a même plus de question de 30 km, 50 km/h, de feu rouge, de ce genre de choses. Vous avez fait un gain. Par contre, vous vous rendez bien compte que si vous voulez faire ça, vous ne pouvez pas avoir un petit chauffeur dans chaque bus. Il faut repenser la manière de faire des bus, trouver des moyens d'optimisation de ce système-là pour faire en sorte que les gens ils aient une consommation qui est possible de ce mode de transport sans que le coût explose. Et donc ça demande de l'innovation. C'est vraiment quelque chose de clé. Donc ça, je voulais vraiment que vous le compreniez. Pourquoi? Parce que l'homme, il cherche le plaisir, il va chercher l'endorphine, la sérotonine, ce genre de choses. Et quand vous cherchez ce genre de choses, forcément, vous pouvez faire des compromis à certains moments en vous disant je vais pas faire quelque chose là parce que pour le long terme c'est pas bien pour moi, ce genre de choses, mais vous dire que vous allez vous limiter tous les jours de votre vie sur tout un tas de sujets, parce que pour que ça marche il faudrait que ça soit sur tout un tas de sujets, que tous nos congénères vont faire la même chose et qu'on va être capable de le faire pour essayer de sauver la planète, ça me paraît assez fou. D'ailleurs vous l'avez vu avec Trump il a dit j'en ai rien à foutre. Et si les Américains ou si un pays décide de ne pas respecter la règle et que ça s'appelle les États-Unis ou la Chine, tout ce que les autres ont fait autour, ça sert à rien. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment faire une écologie de combat. Et cette écologie de combat, c'est en investissant et en faisant de l'innovation. C'est pour ça que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui nécessite un très fort investissement. Et je pense qu'on peut déployer l'idée du quoi qu'il en coûte qu'on a mis dans la partie sanitaire à l'heure actuelle pour se dire que là on est face à un tel problème que c'est un peu le quoi qu'il en coûte écologique. C'est-à-dire, il faut réussir. C'est pas un choix. D'ailleurs Bruno Le Maire l'a dit plusieurs fois. Donc pour réussir, en plus, vous avez quelque chose vraiment de nouveau, c'est qu'il faut investir dans des nouvelles technologies. Et il en a parlé énormément. C'est-à-dire que Bruno Le Maire, il ne vous a pas dit faut investir, faut qu'à la cantine, les légumes, ils viennent d'à côté et tout. Ça, c'est à la marge. Les vraies réformes,
les vraies choses qui vont nous changer, c'est les avions qui polluent pas, c'est les nouveaux carburants, c'est l'hydrogène, c'est la capacité à produire de l'hydrogène, c'est les nouvelles puces qui consomment moins, c'est l'intelligence artificielle, le quantique, tout ça. Et donc vous voyez bien qu'on est dans des domaines d'innovation très très poussés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé. Je pense qu'en France, pendant longtemps, on a voulu s'éparpiller sur beaucoup de secteurs. Et là, ce que Bruno Le Maire nous a dit, c'est il y a quelques secteurs, une dizaine de secteurs, et il va falloir qu'on investisse très très fort dedans. Et donc ça, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que c'est des secteurs sur lesquels il faut absolument être. Et l'ordre d'idée d'investissement, c'est que c'est des investissements à minima situés entre 10 et 100 milliards. Donc c'est vous dire, c'est colossal. C'est des vrais gros investissements. Mais c'est à mettre en parallèle de ce que nécessitent ces secteurs. C'est-à-dire que quand Intel fait une nouvelle usine pour faire des puces plus poussées, ça coûte 60 milliards. Donc vous vous doutez bien que quand on fait des investissements comme ça, on ne peut pas dire on va donner 20 millions pour le vélo, 1 milliard pour ça, 2 milliards pour ça, 500 millions pour ça, ça ne marche pas. Donc ça, ce mécanisme qu'on voit là se développer chez Bruno Le Maire et qu'il est censé pousser avec le plan France Relance 2030, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour nous en tant qu'investisseurs. D'accord ? Il y a un autre point qui est très très intéressant, c'est la politique allemande. Alors là, je vais faire une toute petite digression, excusez-moi, mais le ministre allemand des Finances, qui est celui qui a le plus de chances d'avoir la suite d'Angela Merkel, c'est quelqu'un qui, quand il est en voiture en Allemagne, ça je l'ai appris d'un entrepreneur allemand il n'y a pas longtemps, avec qui j'ai discuté, il ne veut pas parler à ses collègues européens en voiture. Pourquoi ? Parce que les infrastructures allemandes sont tellement pourries qu'en fait, son téléphone coupe tout le temps et il a honte. Et il faut bien comprendre ça aussi. C'est-à-dire que les Allemands qui ont été les plus rigoristes et beaucoup de pays qui ont été rigoristes ont un retard d'infrastructure important. Et une partie de l'écologie, ça passe par l'infrastructure. Et ça veut dire que par exemple, vous allez avoir en Allemagne peut-être des volontés de refaire les routes, mais vous n'allez pas les faire avec du goudron comme avant. Vous allez les faire avec des goudrons innovants, qui vont capter la chaleur, qui vont capter le CO2, qui vont capter ce genre de choses. Et tout ça, c'est des grands secteurs sur lesquels on va devoir pousser très fortement. Vraiment de manière très très forte. Donc, un autre point que Bruno Le Maire a dit, et ça c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, et il ne l'avait jamais dit avant, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous donner ces retours terrain, entre guillemets, avant que vous les ayez dans les médias et de façon un peu plus poussée, et plus anglais et investisseur, c'est que Bruno Le Maire est pour que toutes les taxes qui soient liées à l'énergie et au CO2 soient réinvesties dans la transition énergétique. Donc ça veut dire qu'il y aurait des milliards qui seraient fléchés vers ça et utilisés pour ça. C'est ce que voulait Nicolas Hulot à une époque. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous voyez émerger cette idée dans de plus en plus de pays. Et surtout avec la hausse du prix de l'électricité actuellement, vous voyez ce genre d'idées émerger en Espagne, émerger au Danemark, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très très important pour nous en tant qu'investisseurs parce que ça veut dire qu'après, vous auriez une capacité d'investissement tous les ans. C'est-à-dire que si toutes les taxes de quand on produit, on consomme de l'électricité, elles vont vers la transition énergétique, ça veut dire que tous les ans, on consomme nous en tant qu'utilisateurs, on met de l'argent et que tous les ans, cet argent, il devrait s'investir. Donc il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'il y ait de l'investissement. Vous vous rendez bien compte qu'on est sur des sommes colossales. Vraiment. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une notion pour Bruno Le Maire d'être dans le coûte que coûte pour passer ce cap de la transition énergétique. Et il nous l'a expliqué. Il nous a expliqué que s'ils n'avaient pas fait le quoi qu'il en coûte pour l'épidémie de Covid, on aurait eu 11% de chômage et on aurait eu 110 000 entreprises qui auraient fait faillite. Donc on aurait perdu beaucoup de choses. Ça nous aurait coûté énormément de sous. Là, le fait d'avoir fait ce qu'on a fait, ça nous coûte entre 120 et 180 milliards. C'est un chiffre qui est un peu large, ça prend les estimations très agressives et moins agressives. Donc, vraiment, c'est des choses qui sont très très importantes. Et là, le gouvernement, il n'avait pas le choix. C'est-à-dire que si on faisait un autre choix, on perdait de la valeur. C'est le choix qu'on avait fait en 2008
avec la crise. Et on a fait le choix de ne pas défendre les entreprises, de ne pas défendre le savoir dans les entreprises. Et il y a eu une grosse vague de licenciements. Il y a plein de compétences qu'on a perdues. C'est une époque aussi où il y a plein de PME qui ont perdu des compétences. Et quand la reprise a été là, forcément, ces PME, elles n'avaient plus la compétence. Les gens, ils étaient partis dans d'autres secteurs. Et ça pose d'autres problèmes. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a un secteur sur lequel ça s'est passé. C'est la restauration. Et vous voyez bien qu'il y a énormément de problèmes à retrouver des gens. Parce que les gens, en fait, ils sont partis sur d'autres secteurs. Donc quand vous perdez une compétence, c'est très difficile de la capter. Et là, pour Bruno Le Maire, la transition écologique, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas le choix, et c'est pas vraiment une dépense, c'est juste, voilà, c'est quoi qu'il en coûte. Il faut qu'on réussisse, ça coûtera 300, 400, 1000 milliards, 2000 milliards, vous n'avez pas le choix. C'est ça ou la mort. Donc quand on vous donne ça comme choix, le choix il est vite fait. Hein. Donc voilà. Donc du coup, pour lui, il nous a bien expliqué que la transition écologique, au même titre que la notion de lutter contre la pandémie, c'était pas une dépense, mais c'était un investissement, dans le sens où si on ne le faisait pas, il y avait une perte par ailleurs, et que la perte était largement supérieure à ce qu'on allait demander en investissement. Donc ça retrouve un peu tout ce que vous trouvez dans la théorie de Christine Lagarde et de beaucoup de banquiers centrales en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Après, il nous a parlé un peu de manière assez poussée de l'hydrogène. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est poussé. Donc il nous a expliqué qu'ils allaient mettre 7 milliards sur la table et les Allemands 9 milliards. Donc ça faisait quelque chose d'assez important. D'accord ? Donc il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens entre l'Allemagne et la France. Vous avez des projets qui n'ont jamais beaucoup avancé, qui commencent à avancer. Le char de nouvelle génération, ce genre de choses. Donc les Allemands, ils ont quand même conscience qu'il faut qu'on pousse à deux. Et je pense que le fait de voir un peu la difficulté de l'Angleterre en ce moment avec la crise et avec son problème dû au fait qu'il n'y a plus de camionneurs pour amener l'énergie, enfin pour amener le pétrole dans les stations et tout, on prend bien conscience qu'on est dépendants les uns des autres en Europe. Et du coup, forcément, ça pousse vers, à mon avis, une nouvelle coopération qui va être intéressante pour nous, investisseurs, ce genre de choses. Les projets dans l'hydrogène, il a été très clair, c'est une centrale nucléaire et après, derrière, des électrolyseurs qui vont produire de l'hydrogène. Et c'est vraiment ça. Et du coup, vous produisez de l'hydrogène propre. Pourquoi ? Parce que vous l'avez mis au cul d'une centrale. Et donc, il nous a parlé des SMR, du fait qu'on pouvait peut-être faire des plus petits réacteurs pour les amener proches et faire des petites centrales, même si l'idée globale, c'est plutôt d'avoir une filière qui va être autour de Air Liquide et d'EDF, et on va mettre toute la fonction d'électrolyse et toute la production d'hydrogène au cul de la centrale nucléaire pour faire quelque chose de propre. Ça nécessiterait aussi de créer des nouvelles centrales nucléaires, donc ça vous montre bien l'idée quand même qui commence à infuser dans la tête de plus en plus de personnages politiques. Déjà, le fait d'avoir permis à Areva de racheter les turbines à General Electric, c'était déjà un début, mais je pense qu'on est vers une nouvelle impulsion de l'industrie nucléaire française. Après, comment ça s'appelle ? Bruno Le Maire, il nous a bien expliqué qu'il fallait quand même qu'on sorte juste de cette vision de grands géants qui vont faire les choses, mais qu'il fallait qu'il y ait un partenariat vraiment entre public, grandes entreprises et start-up, et remettre ce goût du risque. Et il nous a parlé plusieurs fois de nous dire on va investir sur assez peu de projets, donc forcément on aura beaucoup plus de risques, mais voilà, on n'a pas le choix, il faut accepter ce risque et il faut investir dans ce risque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous en tant qu'investisseurs. Moi, je vous le dis, hein, parce que en tant qu'investisseur dans les startups, ce genre de choses, j'ai toujours dit en France, le problème c'est qu'on a des bonnes idées, mais on n'a pas ce goût du risque. On a un problème avec le risque. Et les Allemands, c'est la même chose. Et ce qui fait que vous avez assez peu de startups qui ont réussi en Europe, c'est justement ça. On n'a pas le goût du risque. Les Anglais l'ont plus que nous, les Israéliens aussi. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on est moins bon, ce genre de choses. C'est juste, on n'a pas ce goût du risque. Donc forcément, on n'a pas cette vision et il faut qu'on l'adopte. Et il nous a parlé d'ailleurs de quelque chose qui me fait sourire. Il nous a dit qu'il y avait un rapport qui datait d'il y a 10 ans expliquant que les lanceurs réutilisables c'était une connerie et qu'il ne fallait pas investir dedans. Et c'était un pôle d'experts qui lui avait fait ce rapport-là et qui l'a gardé. Et que l'expert en question c'était toujours quelqu'un qui était très respecté.
mais qui s'était bien planté et qui le gardait collector dans son bureau, voilà, pour montrer qu'il ne faut pas non plus croire que l'administration a entièrement raison sur sa vision et qu'il faut aller au-delà et qu'il faut chercher les innovateurs, investir dedans et tout. Pourquoi ça me fait sourire? Parce que moi, il y a quelques années, enfin avant, hein, bon malheureusement elle est morte cette année, mais j'allais souvent voir ma grand-mère en Guadeloupe, hein, et il y a 10 ans, un truc comme ça, j'y suis allé, d'accord. Et dans l'avion à côté de moi, il y avait un ingénieur d'Ariane Espace. Et on a parlé du coup un peu vision, ce genre de choses. J'ai expliqué un peu ce qu'on commençait à voir, parce qu'à l'époque je m'intéressais déjà pas mal aux startups et tout. Et donc j'étais déjà beaucoup avec le focus US. Et on voyait déjà Elon Musk, ses volontés et tout. Et lui il m'avait dit que jamais de la vie on réussirait, que c'était un truc au mieux après 2100 et tout. Et donc ça me fait rigoler parce qu'à l'époque je lui avais dit, quand on a la volonté et qu'on a l'argent, on réussit. Surtout aux États-Unis. J'ai été un peu précurseur et ça montre bien la volonté. C'est-à-dire que le problème en Europe, c'est que l'argent, on en a. La banque centrale, elle peut en imprimer, les gouvernements, ils en ont. Mais souvent, c'est la volonté qui nous manque. Parce que vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah non, mais c'est pas possible ». Parce que les administrations européennes, elles ont peur du risque, donc elles vous disent souvent « Non, non, mais ça, c'est trop dangereux, ça, on peut pas ». Alors, on essaime. On met un peu à droite, à gauche pour faire plaisir à tout le monde et au final, on réussit rien. Parce qu'il faut quand même que vous ayez une puissance quand vous faites quelque chose. Quand on veut créer des électrolyseurs pour faire de l'hydrogène, bah, il faut la centrale nucléaire et il faut faire un gros truc. Vous ne pouvez pas avoir des stations hydrogène dans chaque ville de France avec des petites éoliennes et tout le monde qui a fait son petit truc dans son coin. Vous avez besoin d'effets d'échelle, de taille, de ce genre de choses. Et ça, c'est tout ce qu'avait développé dans sa manière de faire Pompidou, De Gaulle à l'époque. Et c'est des choses qu'on commence à retrouver dans le discours de Bruno Le Maire et qui sont des très bonnes choses pour moi. Donc voilà, il nous a après un peu parlé aussi et il nous a expliqué comment il fallait voir ça en disant qu'il avait vu Stéphane Bancel qui lui avait expliqué, donc c'était le PDG de Moderna, que quand il allait chercher des investissements en Europe, il disait aux investisseurs c'est zéro ou l'infini et que les investisseurs, bah, il les a pas trouvés sauf aux États-Unis. C'est un peu ça. Le fait est que quand vous êtes dans vraiment la rupture technologique comme on est là, l'impulsion d'innovation, pour ceux qui me suivent, j'en ai parlé plein de fois, la compression des rythmes d'innovation, la vitesse à laquelle l'innovation va, on est de plus en plus rapide et donc forcément, eh ben, on crée beaucoup de valeur, mais on prend un risque qui est très très important et plus important qu'avant. Et vous ne pouvez pas être juste entre les deux ou vous dire oh, on va pas prendre beaucoup de risques, mais on va quand même innover parce que nous on est plus intelligent que les autres. Non, 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 non. Le monde, il est tel qu'il est maintenant. L'innovation, les choses qu'on cherche à faire, c'est guérir le cancer, c'est produire plus en consommant moins, c'est produire des protéines animales autrement, c'est se mouvoir dans le monde sans polluer, ce genre de choses. C'est des problématiques colossales et vous n'allez pas les régler ou trouver des solutions en mettant un peu à droite, un peu à gauche. C'est pas possible. Faut que vous ayez vraiment une vision, que vous ayez des milliards qui sont investis et qu'on pousse très fortement. Hein. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Donc pour moi c'est quelque chose de très très intéressant. Hein. D'accord. Pourquoi? Parce que on sort un peu de l'hypocrisie française qu'il y avait chez les politiques pendant longtemps, où on disait non mais le risque, il faut pas prendre trop de risques. Je me rappelle l'avion renifleur, tout le monde avait dit mais quel est le con qui a pensé à ça? Mais la vérité c'est que maintenant vous commencez à avoir des avions renifleurs qui sont capables de définir s'il y a du pétrole ou pas. Donc l'idée n'était pas folle. L'idée n'a pas marché à l'époque, mais l'idée n'est pas folle. Pourtant on s'est tous foutus de sa gueule. Enfin, moi j'étais pas né, mais il y en a beaucoup qui se sont foutus de sa gueule. Donc quand vous êtes dans l'économie et quand vous êtes dans un changement complet de cycle, il faut savoir rêver et savoir se dire on va essayer de faire des choses folles. Quand les Américains, les milliardaires américains, quand je parle avec des VC américains et qu'ils vous disent notre but c'est de combattre la mort, ça peut vous paraître fou, mais ils sont capables de réussir. Ils sont capables de réussir. C'est sûr que si vous dites c'est fou, on va pas réussir, donc on le fait pas, vous réussirez jamais. Hein, ça, quand on commence pas la course, on réussit pas.
Ça, c'est assez clair. Donc pour moi, on est vraiment dans un nouveau cycle d'investissement. Donc voilà, on va lister un peu. Donc le nucléaire, d'accord. Il nous a parlé de l'hydrogène, de la biotechnologie, du quantique et des semi-conducteurs. Donc vraiment, voilà, vous avez un certain nombre de conducteurs avec la volonté vraiment de plugger l'écosystème en ayant fait émerger des startups. Maintenant, on a une phase et on a un bout de startup et un nombre de startups qui est important. Et maintenant, le but, ça va être de plugger les startups, les grandes entreprises et l'administration publique et de faire marcher tout ça. Pour gérer ce mécano-là, ils ont créé ce qu'on appelle BPI France, qui est censé gérer ce mécano, qui se développe de plus en plus. Donc voilà, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir? Moi j'ai tendance à dire que quand ils ont plugué, quand ils ont créé BPI, ils nous avaient dit notre idée c'est d'aller créer des licornes et d'élever des licornes et d'arriver à quelque chose. Ils y sont arrivés. Donc maintenant, ils vont essayer de plugger ces licornes avec des grands groupes pour faire en sorte d'avoir l'effet d'entraînement qu'on a dans les GAFA américains, ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est l'étape numéro 2 de la fusée. On a posé les bases de la fusée, maintenant on commence à poser la tête et puis après, on posera tous les ensemble et après la fusée, elle va décoller. Mais nous, en tant qu'investisseurs, si vous voulez gagner de la valeur, il faut être là au début quand on commence la fusée. Parce que quand la fusée, elle a vraiment décollé et qu'elle est en orbite, la valeur pour vous est plus beaucoup, hein. Parce que ceux d'avant, ils ont pris la valeur, hein. Mais ils ont pris le risque aussi. Donc vraiment, voilà, ça c'est très important. Il nous a dit aussi que sa volonté c'était de rattraper SpaceX. Donc dire ça, c'est quand même, à mon avis, voilà. Je pense qu'ils ont vraiment une volonté d'aller très vite, très fort, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et encore une fois, les élections allemandes, pour nous, elles vont dans le bon sens en tant qu'investisseurs, avec peut-être une vision, on va être un peu plus lâche sur les déficits et avoir une vision plus globale des investissements avec les Espagnols, les Italiens, ce genre de choses. Et il est sûr que si vous mettez les Espagnols, les Italiens, les Français, les Allemands, les Belges autour de la table et que ces 5 pays ou 6 pays ils investissent dans Ariane et qui font passer à l'étape suivante, le coût pour chaque pays il est assez faible parce que vous allez être en quelques milliards, mais qu'est-ce que ça représente? 3-4 milliards pour la France, 3-4 milliards pour l'Allemagne, 2 milliards pour l'Espagne, ce genre de choses. Ça vous paraît des grands chiffres, mais la vérité c'est que si on lâche un peu du lest dans le déficit, que la Banque centrale nous dit bon, on est là, on va inonder parce qu'il faut vraiment qu'on rattrape le retard, qu'on fasse les innovations, qu'on fasse les choses et qu'on passe cette marche, et ben effectivement, voilà, vous allez trouver de l'argent. Donc après, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme je vous l'ai dit au tout début, hein, l'humain, il est fait pour se faire plaisir. Quand on rêve, on se fait plaisir. Et donc, à mon avis, on rentre vraiment là-dedans en Europe. C'est-à-dire, on va rêver, on va se faire plaisir et on va réussir et on va passer cette marche. De toute façon, si on se prend la marche et qu'on se casse la figure, on va pas rigoler beaucoup. Mais moi, je pense qu'on a largement la possibilité de passer cette marche. Et quand on vous dit oui, mais on peut vivre comme dans le passé et tout, posez-vous la question. Est-ce que vous préférez avoir le cancer maintenant avec l'ARN qui arrive, les technologies Cas9, CRISPR, tout ça, ou est-ce que vous préférez l'avoir il y a 30 ou 40 ans, hein? Il y a le sida, maintenant on peut vivre avec, il y a 30 ou 40 ans on ne pouvait pas. D'accord? Et on peut en citer des dizaines des exemples comme ça. Donc on a tendance à toujours focus sur le mauvais, c'est-à-dire effectivement, la planète elle est polluée, est-ce que nos parents ils ont fait ce qu'il fallait et tout, ce genre de choses. Ça peut poser des problèmes aux jeunes. Moi je le dis aux jeunes, n'en voulez pas à vos parents. Ils nous ont aussi laissé beaucoup de choses. Toutes ces technologies qu'on invente maintenant, c'est parce qu'ils ont investi à leur époque. Parce que ceux qui étaient avant, ils ont fait de l'innovation, ils ont fait quelque chose. C'est pour ça qu'on a des puces de plus en plus petites. C'est pour ça que, voilà, donc ils nous ont pas... Tout ce qu'on a fait avant n'est pas forcément mauvais, et tout ce qu'on fait maintenant n'est pas forcément bon ni forcément mauvais. Mais la question, c'est le bien-être de l'humanité. Et moi, je pense que le bien-être de l'humanité, il a quand même largement augmenté ces dernières années, qu'on est quand même dans un trend qui est intéressant, qu'on est soutenu quand même par des innovations technologiques qui sont de plus en plus rapides. On n'a pas la vision que on ne peut pas combattre ce réchauffement climatique parce qu'on n'a pas on n'a pas la capacité d'innover, quoi. On n'est pas là face à des problèmes en se disant ça fait 15 ans qu'on essaye de faire de l'hydrogène, on n'y arrive pas. C'est-à-dire, il y a 25 ans, on était au balbutiement. Maintenant, on commence à vous dire on va faire des giga-usines derrière des centrales nucléaires et on est capable de le faire.
Tous les ans, combien de fois, quand je faisais mes études à Epitech, on en parlait déjà avec certains professeurs, et quand j'ai été en Corée, on en parlait aussi avec les professeurs coréens qui nous disaient ouais, la loi de Moore, faut faire attention, bientôt ça sera fini, ça devient compliqué et tout, on aura du mal, ce genre de choses. La loi de Moore, on la respecte encore, d'accord? Donc il y a des choses. La Chine que beaucoup critiquaient, moi j'y vais, ce genre de choses. Les Chinois, ils sont en train de switcher tout leur charbon en gaz et ils vont le faire en quelques années, en 3, 4, 5 ans. Alors ça crée des problèmes sur le marché, ça crée d'autres soucis, mais ils sont en train de faire un switch qui est colossal et ils sont en train d'investir de manière colossale. Donc moi je pense vraiment en tant qu'investisseur qu'il faut être dans ce secteur-là, que c'est un secteur sur lequel vraiment il y a de la valeur à créer. En plus, vous allez donner votre capital pour une bonne chose, car c'est peut-être mieux d'aller donner son capital à une société qui va essayer de combattre le réchauffement climatique, ce genre de choses, que d'aller le filer à une société qui produit des armes, même si on aura toujours besoin d'armes, ne serait-ce que pour être sûr que chacun peut se défendre et que chaque pays a ce qu'il faut au cas où il y ait un taré un jour qui débarque. Mais voilà. Mais moi, en tant qu'investisseur, je vous le dis, quand j'investis dans une startup qui combat ce genre de choses, ou enfin, ce truc, ça me fait un petit plaisir en plus. Et encore une fois, bah voilà, si vous avez ce plaisir-là, bah forcément, il se passe quelque chose. Et de plus en plus aux États-Unis, je vois des investisseurs qui me disent, bah, il n'y a pas que le gain financier qui compte. Il y a le gain social, il y a aussi, pour beaucoup de financiers américains, le gain écologique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, c'était un peu mes idées, ce qu'a dit Bruno Le Maire. Je pense que vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est l'idée de on va arrêter de s'éparpiller, on va aller sur quelques projets. Je vous ai cité les typologies de technologies qui les intéressent. Il y a le plan France 2030 qui va bientôt sortir avec les montants. Vous avez eu des montants d'investissement sur des projets hydrogène avec les Allemands, donc 7 milliards pour la France, 9 milliards pour les Allemands. Il y a vraiment des choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. En plus, EDF a gagné beaucoup d'argent cette année et vont gagner beaucoup l'année prochaine. Donc il y a une manne financière en plus pour EDF pour aller essayer d'inonder le secteur et d'aller faire justement ce plug de certaines startups, aller investir dans des startups et aller créer quelque chose. Donc ça, c'est des choses qui pour nous sont très intéressantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo. J'essaierai de venir voir et de répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, cordialement, hein, de préférence. On n'est pas là pour s'insulter, ce genre de choses. Sinon, si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Opportunité Techno. Venez nous voir tous les mercredis à 17h30 sur Twitch. On parle du gaming de la même façon dont on parle là un peu de l'écologie, ce genre de choses, toujours dans un aspect stratégique, vision un peu de long terme, ce genre de choses. Donc voilà, et sinon on se dit à demain pour une autre vidéo où on parlera de tout ce qui s'est dit demain au Transition Forum de Nice. Demain il y aura Hidalgo, ce genre de choses. Alors ça sera sûrement différent qu'avec Bruno Le Maire, peut-être un peu moins inspirant pour moi, peut-être que ça vous plaira plus à vous, on ne sait pas. Je vous souhaite une très bonne journée.